soit 42%, hommes 624 690, femmes 629 532. 2. Olomami, nombre d'essais prévus 664, nombre d'essais opérationnels 664, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 610 525, nombre d'enrôlés à ce jour 462 772, soit 29%, hommes 249 939, femmes 212 833. 3. Le Mami, nombre de feuilles prévues 1009, nombre d'essais opérationnels 840, soit 83%, nombre de lecteurs attendus 1 527 381, nombre d'enrôlés à ce jour 514 631, soit 34%, hommes 264 736, femmes 249 895. 4 provinces du Lualaba, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 574, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 242 897, nombre d'enrôlés à ce jour 527 538, soit 42%, hommes 279 846, femmes 247 692. 5. Kasaï, nombre d'essais prévus 1138, nombre d'essais opérationnels 990, soit 87%, nombre de lecteurs attendus 1 819 655, nombre d'enrôlés à ce jour 601 675, soit 33%, hommes 319 395, femmes 282 280. 6. Kasaï central, nombre d'essais prévus 1357, nombre d'essais opérationnels 1323, soit 97%, nombre de lecteurs attendus 1 890 618, nombre d'enrôlés à ce jour 867 322, soit 46%, hommes 427 736, femmes 441 586. 7 provinces du Kasaï oriental, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 774, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 345 760, nombre d'enrôlés à ce jour 884 370, soit 66%, hommes 419 562, femmes 464 808. 8 provinces du Saint-Cour, nombre d'essais prévus 1158, nombre d'essais opérationnels 371, soit 32%, nombre de lecteurs attendus 1 474 679, nombre d'enrôlés à ce jour 140 754, soit 10%, hommes 89 986, hommes 50 768. 9 provinces du Tanganyika, nombre d'essais prévus 641, nombre d'essais opérationnels 641, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 442 025, nombre d'enrôlés à ce jour 628 778, soit 43,6%, hommes 303 141, femmes 325 631.
total KO2, nombre de CI prévus, 7 666. Nombre de CI opérationnels, 6 527, soit 85%. Nombre de lecteurs attendus, 15 364 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 6 53 581, soit 39%. Hommes, 3 58 976. Femmes, 2 994 605. Congolais de l'étranger. Statistiques de l'Afrique du Sud. Hommes, 1475. Femmes, 865. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2 340. Excusez-moi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2340. Voilà. Statistiques de la Belgique. Hommes, 1628. Femmes, 944. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2632. Statistiques de la France. Hommes, 2881. Femmes, 1753. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4634. 3. Évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle ont été lancées le 16 février 2023 conformément au calendrier électoral. Cette ère opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays qui sont Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tchopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La durée des opérations dans cette ère opérationnelle est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette ère opérationnelle se présentent comme suit. 1. Bas-Uélé, en attente d'informations de terrain. Nombre de CI prévus 606. Nombre de CI opérationnels 69, soit 11%. Nombre de lecteurs attendus 587 299. Nombre d'enrôlés à ce jour 19 791, soit 3%. Hommes 10 520. Femmes 9 271. 2. Haut-Uélé. Nombre de CI prévus 765. Nombre de CI opérationnels 655, soit 86%. Nombre de lecteurs attendus 1 148 617. Nombre d'enrôlés à ce jour nombre d'enrôlés à ce jour 107 731, soit 9%. Hommes 59 472, femmes 48 259. 3. Ituri. Nombre de CI prévus 715. Nombre de CI opérationnels 394, soit 55%. Nombre de lecteurs attendus 2 743 582. Nombre d'enrôlés à ce jour 122 219, 4%. Hommes 70 376. Femmes 51 843. 4. Maniema. Nombre de CI prévus 693. Nombre de CI opérationnels 400. Nombre de CI opérationnels 384, soit 55%. Nombre de lecteurs attendus 1 264 204. Nombre d'enrôlés à ce jour 82 568, soit 6,5%. Hommes 55 451.
femmes 27 117. 5. Nord Kivu. Nombre d'essais prévus 1004. Nombre d'essais opérationnels 847, soit 84%. Nombre d'électeurs attendus 4 735 866. Nombre d'enrôlés à ce jour 279 958, soit 6%. Hommes 155 064. Femmes 124 894. 6. Sud Kivu. Nombre d'essais prévus 921. Nombre d'essais opérationnels 786, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 3 140 972. Nombre d'enrôlés à ce jour 257 386, soit 8%. Hommes 159 293. Femmes 98 093. 7. Tchopo. Nombre d'essais prévus 650. Nombre d'essais opérationnels 234, soit 36%. Nombre d'électeurs attendus 1 593 999. Nombre d'enrôlés à ce jour 62 234, soit 4%. Hommes 36 254. Femmes 25 980. Total AE3. Nombre d'essais prévus 5 334. Nombre d'essais opérationnels 2723, soit 51%. Nombre d'électeurs attendus 15 214 539. Nombre d'enrôlés à ce jour 931 901, soit 6%. Hommes 546 437. Femmes 385 464. Congolais de l'étranger, statistiques du Canada. Le lancement a eu lieu hier, donc on n'a pas encore les statistiques. Statistiques des États-Unis d'Amérique, hommes 28, femmes 20, nombre d'enrôlés à ce jour 48. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des électeurs résidant à l'étranger tout comme au pays. Excusez-moi. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Au total, nous avons, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus 49 382 522. Excusez-moi. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus 49 382 552. Voilà. Nombre d'enrôlés à ce jour 25 331 717, soit 51,2%. Hommes 13 114 171. Femmes 12 217 546. Le point 4, qui est le point d'information, vous sera communiqué par le président, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence Madame la rapporteure, pour ces informations. Nous allons à présent accorder la parole respectueusement au président de l'Assemblée, Kadima Kazati,
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame la rapporteure. La partie la plus difficile. Le chiffre là, c'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais quand même insister d'abord, mesdames et messieurs de la presse, sur un point que madame a souligné. C'est le fait que la remontée des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Mais nous ne voulons pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous en tenons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus, mais il y a plein de choses dans le pipeline. Donc, pour l'AO2, l'AO3, les chiffres que vous voyez là, que vous avez entendus là, sont vraiment le strict minimum. Ça, c'est une première remarque. Deuxième chose, je vais justement parler d'un certain nombre de points. Je sais que les médias sont intéressés à entendre nos réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais juste souligner un point. Les difficultés qu'on a eues ou qu'on a, parce que c'est un processus complexe, il faudrait qu'on soit tous en mesure de garder les choses dans leur vraie proportion. Je vais m'expliquer. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essaient d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion. Vous comprenez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus un. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement de rupture d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc vous ne verrez plus, j'ai vu des vidéos où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'enrôler, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça.
nous avons évolué. Et ça signifie quoi? C'est bien pour ce processus, mais c'est davantage bien pour le futur de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses, c'est-à-dire l'énergie électrique, plutôt l'énergie solaire que nous avons a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. Donc c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas on ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés, mais en fait toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Nous n'avons pas assez parlé de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle le dédoublonnage. Je pense que durant ma présentation, je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas bien comprises. Peut-être c'est aussi de notre faute parce que nous sommes en train de courir vers un objectif important et parfois nous n'avons pas le temps de l'expliquer. Nous allons l'expliquer. En effet, évidemment, pas besoin de redevabilité. Avant d'aller dans la présentation elle-même, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos compatriotes, le Parti communiste, parce que la CENI à elle seule n'aurait pas pu faire la sensibilisation au où nous en sommes aujourd'hui. Le Parti communiste, chacun à son niveau, avec un petit kit, avec beaucoup de compréhension, il y a des gens qui captent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez difficile. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité, des gens qui ont été compréhensifs, ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, les gens ont été patients et continuent à l'être. Donc, on va dire cela. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu des chiffres qui dépassent 100% dans certains cas dans le pays central, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil du jour. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de Massimaniba. Je vais parler de Chikapa. Je vais parler de ce phénomène qu'on appelle la déportation des électeurs, qui est un terme assez violent, mais c'est ce qui est utilisé. Nous utilisons plutôt le terme nomadisme électoral. Nous allons toucher à la situation sécuritaire. Nous allons aussi parler du supposé déséquilibre dans la répartition des centres d'inscription. Nous allons parler du monnayage d'accès dans les centres d'inscription. Essentiellement, ça sera ça. On va faire dans les groupes parce que je pense que nous avons beaucoup de chances de pouvoir en voir. En substance, on a parlé de cartes de lecteur, 300 cartes de lecteur. Moi, je parle de l'Espagne. On a parlé de cartes de lecteur électroniques sur le site. C'est la touche à faire. Ça peut faire que nous avons tous arrêté d'arrêter. La procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans le milieu des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimaniba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire, et ça va changer toute la donne parce que tel que ça a été présenté, c'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa. Apparemment, la série est celle de Kinshasa et non de Massimaniba. Moi, je ne peux pas vous confirmer cela, mais c'est une piste qui est en train d'être suivie. Donc, attendons que les choses évoluent et nous allons, à notre niveau, comme CENI, nous allons faire notre part pour que vous soyez toujours bien informés. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au matériel de la CENI, y compris les cartes de lecteur. Et nous avons les cartes de lecteur, les kits, les panneaux solaires, tout ça, c'est vraiment plaisant.
En interne, nous faisons beaucoup. Notamment, nous avons sanctionné le secrétaire exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause de bavures qui ont été constatées, documentées, et il n'est plus avec la CENI. Il y a le justicien de l'antenne de Bongongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticiens de l'antenne de Bumbu ici même à Kinshasa. Donc c'est une matière qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien comprendre, mais j'espère vraiment que nous espérons que la police ou les enquêteurs vont aller vite. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, de gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes de lecteur. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes de lecteur. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu de kit. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré le chef du village, je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. Donc, mais on parle de kit disparu. Il faudrait qu'on fasse très attention à la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecteur, le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais les enquêtes se poursuivent, mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles. Surtout dans un processus comme celui-ci, nous utilisons un certain type d'équipement. Si nous avions voulu, on dit que c'est le formulaire 01, mais je n'ai pas vraiment vérifié, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire, si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là, ça peut être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir le formulaire de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je veux dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, il y a même la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc ils prennent ça, ça sera un jouet pour leurs enfants. Alors, l'enrôlement multiple, c'est dans le même ordre d'idée, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter.
Alors, vous avez appris, il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre code QR et d'autres éléments qu'on ne peut pas dévoiler, nous avons pu en un temps record remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects qui, d'après ce que j'ai suivi, sont passés aux aveux, mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade. En fait, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que notre loi, particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe? Vous venez vous enrôler, vous venez vous faire enrôler, et vous devez revenir après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur. Mais le législateur congolais, conscient du fait que le pays est vaste, les infrastructures sont pas toujours comme il faut, et que les gens, même quand ils vont se faire enrôler, peut-être le premier jour, vous n'allez pas vous placer en ordre utile dans la file. Le législateur a préféré que nous recevions nos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous venez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. De même, ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des désavantages. On a vu dans des pays où, le jour du scrutin, vous avez des millions, si pas des millions de cartes d'électeurs, difficiles à gérer, difficiles à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas reliés comme dans un distributeur, si vous prenez l'argent je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine de limiter serait que vous avez déjà retiré l'argent sur le boulevard. Mais nos kits ne sont pas reliés. Parce que si ça devait être relié, ça serait extrêmement coûteux. Alors, les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi? Le moment venu, quand nous allons faire le dédoublonnage, ils seront repérés. Et nous allons éliminer toutes les cartes, peut-être sauf la dernière, mais en cas de fraude, on élimine même la dernière et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, les gens qui pensent que bon, il faut que j'ai deux cartes, parce que si je perds une, je me rabats sur l'autre, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça, on repère de plusieurs façons. Il y a des données alphanumériques, il y a des données biométriques. Nous verrons que cette personne s'est fait enrôler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport, notre système, quand on cherche à savoir, à retrouver les doublons, nous indique que ce n'était pas une faute, ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc c'est parmi les premières informations que nous avons. Et nous pouvons déjà détecter cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela, mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublons et dans certains cas, le déférer devant la justice.
Donc soyez rassurés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples, bien sûr, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lomba se retrouve à Barundi pour faire le même exercice 2 fois. Mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est comme ça. Alors, il y a le phénomène de déportation électorale où les gens prennent un groupe de gens dans une circonscription et les amènent dans une autre circonscription. C'est malheureux. La loi en RDC n'empêche pas à quelqu'un qui habite Ngaliema d'aller se faire enrôler en Djili. Ce n'est pas interdit. Et il y en a qui en ont profité peut-être pour accroître leur nombre, enfin le nombre de leurs supporters, pour faire cette gymnastique-là. Mais je ne sais pas comment ils espèrent que le jour du vote, parce qu'entre maintenant, on fait l'enrôlement maintenant, le vote lui-même intervient en décembre. Nous avons presque 10 mois. Est-ce que ces gens-là, ils vont les fidéliser pendant 10 mois, les mourir tous les jours, tout ça? Moi, je ne sais pas comment on va faire. Donc, alors, la conséquence que moi je vois, ça sera ceci. Outre, à part le fait que il aura accru le nombre d'électeurs pour sa circonscription, mais quant au vote, d'abord, ces gens à lui pourront ne pas se présenter, ce qui signifie que la participation sera réduite, et sur le plan de la représentation, il aura torpillé la représentation, c'est-à-dire la ville qui aura perdu, ou bien l'entité qui aura perdu, ne sera pas représentée comme il faut. Donc, il nous faut quand même une culture démocratique qui nécessite une certaine honnêteté. C'est quoi la démocratie représentative? C'est cette démocratie qui permet que les gens d'une certaine entité soient représentés par leurs élus à la hauteur de leur nombre, parce que c'est la démocratie. Quand on commence à torpiller ces chiffres-là, en fait, on n'est pas dans une lutte démocratique, on est maintenant dans des abus très graves. Malheureusement, sur le plan légal, peut-être les juristes pourront nous dire comment on peut empêcher cela, mais la loi ne m'empêche pas, si j'habite un quartier, d'aller dans un autre quartier. Alors, la situation sécuritaire, vous le savez, je ne vais pas entrer en détail, je ne suis pas un expert en sécurité, mais je peux vous dire qu'il y a des territoires à Massissi, Mirandongo et Rutshuru, où nous ne pouvons, et même Kwamut, parce que Kwamut aussi est dans ce cas-là, où nous ne pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité après le ratissage de ces entités-là. Donc à part ça, nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays, un peu partout, et il y a même des groupes dans l'Ituri qui ont mis de côté leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler, ce qui est bien. Mais, donc, comme je disais, à part Massissi, Mirandongo et Rutshuru, ailleurs, les gens s'inscrivent, notamment Goma, Walikale, le Béro, Béniville et Béni-Territoire, ainsi que Butembo, plus le cas de personnes déplacées. Là aussi, nous nous rendons dans ces cas de déplacement interne pour enrôler les gens. Nous avons appris la semaine passée, c'était juste un élément, ce n'est pas une situation généralisée, mais même si c'est un cas de trop, nous avons appris qu'il y a eu des incidences de violence le 22 février contre certaines personnes de la communauté Banyamulenge qui voulaient se faire inscrire au groupement Karombe Nyangezi. La CENI a condamné toute tentative d'exclure quelqu'un du processus électoral parce que la loi est très claire. Il faut que la CENI elle-même reçoive le document de la personne et juge si cette personne peut être inscrite. Et si quelqu'un passe entre les mailles de la CENI, nous affichons pendant 7 jours la liste des gens qui se sont fait inscrire, on peut agir à ce niveau-là. Et à la fin de ce processus, nous allons aussi afficher des listes pour donner le temps aux Congolais d'aller
faire des réclamations au cas où il y aurait des gens sur la liste qui ne devaient pas y figurer. Donc, nous ne voulons pas que la population prenne les choses dans ses mains parce que ça peut amener à des dérives. Donc, suivons ce que la loi nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, mon âge, ça va quand même. Je vais vous mettre l'argent. Non, je vais venir à ça. Très bientôt d'ailleurs. Je vais évoquer le cas de la cartographie où on entend beaucoup de temps les gens se plaignent que certaines provinces sont surreprésentées, d'autres sont moins représentées en termes de centres d'inscription. On peut comprendre ça. On peut comprendre que d'emblée, quand vous regardez le nombre, vous allez vous dire que telle province a 1000, telle autre à 500. On peut facilement penser à un cas d'abus. Mais les critères sont très complexes. Imaginez, si nous n'avions que comme critère le poids démographique, ça serait très très facile. Très facile parce que ça serait unilinéaire. Mais ici, nous avons plusieurs critères. Il y en a au moins 8. Il y a le poids démographique, il y a l'étendue de la province, il y a la présence de groupes armés, il y a l'existence de conflits intercommunautaires. C'est des critères. Si un village, dans un village et le village voisin ne s'entendent pas, vous prenez le centre d'inscription, vous mettez dans le village A, les gens du village B ne vont pas y aller. Donc il faut 2 centres d'inscription. Et ça peut, du coup, ça peut affecter les critères de démographie. Donc c'est vraiment très complexe, contrairement à ce que nous pouvons penser. Il y a un autre critère, le nombre de groupements par province. Selon la structure de la province, il y a des provinces qui ont beaucoup de groupements et d'autres qui en ont moins. Tout ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Les obstacles naturels. S'il faut contourner une montagne, on peut arriver à placer 2 centres d'inscription. La capacité d'accueil des infrastructures. D'abord, l'existence des infrastructures et la capacité d'accueil, les voies d'accès au centre d'inscription. En fait, tout ça, ça fait que vous pouvez voir une zone rurale avoir beaucoup plus de centres qu'une zone urbaine. Simplement parce qu'il y a le problème d'accès. Mais il faut balancer. La CENI a balancé cette réalité. Parce qu'on a évoqué le cas du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, sauf si je me trompe, c'est la province la plus urbanisée de notre pays. Qui dit urbanisation dit infrastructure. Ça signifie quoi en réalité? En termes de nombre de centres d'instruction, d'abord il faut souligner une chose. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-2023. Le nombre a substantiellement augmenté. Ça varie parce que si je pense à l'espace Katanga, c'est au moins 25%. Il y en a qui ont augmenté de 30%. Donc, il faut d'abord noter que le nombre n'a pas été réduit parce qu'il n'y a aucune province qui a perdu. Toutes les provinces ont acquis quelque chose. Il y en a peut-être qui sont stationnaires, mais le Haut-Katanga et le reste du Grand Katanga ne comptent pas parmi les provinces qui ont perdu. Au contraire, elles ont gagné. Mais en plus, je disais que le Haut-Katanga, c'est la province la plus urbanisée. Comme ils ont des infrastructures, c'est la province qui a le plus grand nombre de centres d'inscription à 3 kits. C'est une nuance qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire 27% des centres d'inscription à 3 kits sont situés dans le Haut-Katanga. Donc, si sur le plan du nombre des centres essaimés à travers le pays, le nombre est relativement, paraît petit, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'agglomérations là-bas. Vous avez Lubumbashi, vous avez Likasi, vous avez Kipushi, vous avez Kasumbalesa, c'est-à-dire donc vous avez vraiment des centres urbains où il y a beaucoup de gens
Alors, ils ont généralement 3 kits dans le centre. Du coup, le calcul peut être fait si vous vous arrêtez au nombre de centres d'inscription. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à nos frères qui sont au Qatar, on a entendu les communiquer, nous voulons les rassurer qu'ils ont été pris en charge et ils continueront à l'être. Il n'y a aucune injustice entre aucune de nos provinces. La preuve, si vous prenez dans l'AO 1, vous verrez que nous avons reçu beaucoup d'appels. On était à Bissau, les gens se plaignaient et tout ça. Nous avons été patients. Aujourd'hui, les gens, nos agents temporaires se plaignent. Ils se plaignent du fait que pourquoi nous continuons à ouvrir le centre, les gens ne viennent plus. J'ai été appelé de partout. Mais comment on n'a pas pu enrôler assez? Non, nous avons enrôlé à tel point qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui traînons même enfermés parce que nous voulons vraiment nous rassurer que chaque Congolaise et chaque Congolais est inscrit. Donc, c'est ça, j'ai illustré cette histoire de centre d'inscription. Vraiment, il ne faut pas qu'on nous donne des fausses idées. Alors, monnayage. Le monnayage, nous le déplorons. Nous ne pouvons que le déplorer parce que c'est une injustice. Mais une injustice pour ceux qui sont venus tôt, qu'il y ait quelqu'un qui puisse les dépasser, se placer en position utile dans la file et se faire enrôler pendant que ils ont été là depuis 4h, 5h du matin. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Et nos agents qui ont osé faire cela, et cela est remonté à nos oreilles, nous les avons carrément révoqués. On négocie pas cela, on les a révoqués. Les policiers qui l'ont fait ont été aussi, nous avons recommandé leur révocation. Nous espérons que cela a été fait. Donc, mais il y a une chose quand même à reconnaître ici. Le monnayage, c'est la réalité aussi de notre société. Nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes toujours patients d'attendre notre tour? Il faut qu'on se pose la question. Parce qu'à la fin, quand nous sommes impatients, et parfois même quand nous monnayons notre enrôlement en passant avant les autres, on finit, on sort, on dit aux amis, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai pu m'enrôler, c'était facile, j'ai donné seulement 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Mais à la fin, on condamne qui? On condamne la CENI. Alors, au lieu de considérer la CENI comme la victime, on le considère comme le bourreau. Donc ça, il faut qu'on sache que c'est aussi la culture de notre pays. C'est quelque chose, nous devons faire un effort tous. Nous devons faire un effort pour respecter l'ordre. Vous savez, si vous allez voir, si vous on ne va pas trop loin, la Zambie, les gens se mettent en rang eux-mêmes. Il n'y a pas de fouet. Ils se mettent en rang. C'est-à-dire, vous arrivez à l'arrêt de bus, vous trouvez quelqu'un là, peut-être qu'il n'attend même pas le bus. Vous vous mettez déjà derrière lui. C'est comme ça là-bas. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, vous venez, vous trouvez les gens, et vous voulez entrer le premier, on vous demande, mais pourquoi vous voulez entrer? Vous dites, oh, Nina. Alors, c'est comme ça. Est-ce que Nina est? Oh, ça va, mais oh, ça Nina la bus. Sur les agarres. Ce sont les réalités qu'il faut reconnaître. Et là, il ne faut pas condamner la CENI, il faut nous condamner nous-mêmes. Chacun doit passer. Moi, en Afrique du Sud, où j'ai vécu longtemps, nous, quand on est venu là, on a esprit acquis. On voulait chaque fois prendre le raccourci. Mais il y a des endroits où on nous a humiliés. Tout le monde vous regarde, vous êtes ridicule parce que vous vouliez sauter et être devant tout le monde. Et puis les gens vous demandent, where are you from? C'est-à-dire que vous êtes différents de nous. C'est effectivement ce que nous sommes. Et aujourd'hui, ça choque tout le monde, ça scandalise tout le monde. Et au lieu de dire que c'est notre tare nous-mêmes, on dit, c'est bien, monnayage, à Taomoko. Soyons corrects, reconnaissons nos faiblesses, travaillons tous, ne condamnons pas la CENI comme si elle était à l'origine de ces choses-là. Alors,
Dans ce cadre-là, nous avons révoqué notre chef d'antenne de Luilou, c'est dans le Lomami, dans la province de Lomami. Nous avons révoqué 2 agents temporaires du centre d'inscription dans l'antenne de Ngaliema qui ont tenté de délocaliser un kit au bénéfice d'un acteur politique. C'est des choses que nous avons faites sans peut-être faire du bruit, mais nous avons révoqué ces gens-là. Voilà. Et puis c'est ça aussi, le pays, la sanction. Quand quelqu'un fait quelque chose de ce genre-là, si la sanction ne suit pas, la CENI n'est pas juge. Alors, il y a des cas où il y a plusieurs cas de remplacement du personnel temporaire du centre d'inscription et le remplacement des éléments de la police. Nous avons révoqué 20 agents opérationnels temporaires dans la province du Haut-Katanga pour monnayage des opérations d'identification et d'enrôlement. Et nous avons révoqué un contrôleur technique territorial à Lubero, dans le nord Kivu, pour harcèlement sexuel. Ah bon? Ça, on doit négliger? Ah, il faut le dire, hein? Et nous avons aussi... Il faut donner la cause, hein? Nous avons aussi révoqué 2 agents commis au centre d'inscription de l'école primaire 1 Mont-Carmel dans la commune de Goma pour monnayage des opérations d'enrôlement. J'en profite pour vous informer que nous avons connu ce week-end un cas d'incendie d'un centre d'inscription dans la commune de Kimbanseke. Le centre d'inscription en question est situé au complexe scolaire Saint-Élie et ça a causé beaucoup de dégâts. Nous avons compté la perte de 2 kits ainsi que l'école a perdu beaucoup de documents scolaires. Mais peut-être pour terminer, notons quand même que ce processus, la CENI l'a voulu transparent. Quand vous allez dans un centre d'inscription et vous trouvez que ce centre n'existe pas, il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre fictif. Je vois cette gymnastique est faite très facilement. On dit que c'est un centre fictif. Non, il y a des centres où la CENI ne pouvait pas s'y installer. Pourquoi? Parce que soit le propriétaire n'a plus voulu, le propriétaire de l'école n'a plus voulu de la CENI, ou bien l'école n'est plus une école, c'est devenu une église, ou même un débit de boisson. Il y a beaucoup de cas comme ça, où la toiture est partie. Donc c'est des cas comme ça. Donc il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre fictif, non. Il s'agit des problèmes qui nous ont empêchés d'ouvrir certains centres d'inscription, mais en réalité, nous les avons délocalisés. Alors, ce processus, nous l'avons ouvert, et je vais terminer par là, aux observateurs. Nous avons 13 organisations de la société civile qui ont été accréditées, avec un total de 1396 observateurs accrédités, dont 9 internationaux, 6 femmes, 3 hommes. Et pour les nationaux, nous avons 520 femmes et 876 hommes. Quant aux journalistes, il y a 31 organes de presse qui ont été accrédités. Au total, donc, 55 journalistes, dont 4 internationaux. Et pour les nationaux, c'est 13 femmes et 42 hommes. Nous avons eu un seul parti politique qui a demandé qu'on puisse accréditer ces témoins. Donc, au total, nous avons 8 témoins, dont 3 femmes et 5 hommes. La CENI rappelle que l'accréditation donne accès à l'observation des opérations dans les centres d'inscription. Alors, pourquoi nous avons permis ça? En fait, ce qu'ils font, on appelle ça l'observation de long terme. La CENI veut que ces opérations soient observées bien longtemps avant le scrutin. Comme ça, s'il y a des problèmes, on peut déjà les relever, les soulever, et puis les solutions pour être apportées.
Nous-mêmes, nous avons beaucoup bénéficié du travail des observateurs. Chaque fois que nous avons eu des observations, nous avons vérifié leur véracité et quand c'était vrai ou véridique, nous avons agi. Donc, la CENI tient à ce que ce processus soit ownership c'est quoi approprié par les compatriotes. Et nous vous encourageons à continuer à nous faire part de ce qui se passe pour que nous puissions travailler et répondre à vos attentes. Je vous remercie. Quelle déclaration? Il faut préciser quelle déclaration? Ce que nous avons aujourd'hui comme alternance c'est de l'accord. Cela a été témoigné. Les faits qui est de ménage, vous avez relevé des cartes retrouvées dans une Jeep, vous avez relevé d'irrégularités aussi que vous répondez et que vous condamnez aussi vous la CENI. Est-ce que cela ne va pas entacher le processus électoral en cours? Merci. Monsieur le Président de la il parle de 260 kits qui seraient tombés en panne, pas de pièces de rechange, et il faut attendre le circulaire. Est-ce que ces informations sont vraies? Et puis le président de la République a dit hier de son allocution à Genève, que la guerre risque d'hypothéquer les élections en 2023. Quel est votre avis par rapport à ces affirmations du chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux questions. La première, je vais aborder la même chose que Mme la générale. Vous êtes un expert électoral. Votre expertise n'est pas goûtée. Mais je me demande, quand vous dites que tous ces écueils, qu'on a remarqué ça et là, ne vont pas impacter sur le processus électoral, dès lors que vous savez bien que le fisc une carte électeur, même vierge, ou un document retrouvé dans le milieu particulier, ça peut décrédibiliser les processus électoraux. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec tout ce qu'on a vécu ou vous avez vécu, qu'il peut quand même rassurer l'opinion, surtout la classe politique, qui ne pourra plus avancer le processus au regard de tous ces écueils? Deuxième question, c'est par rapport au matériel électoral. Vous avez dit qu'il y a eu quand même un impératif, la CENI ne répond plus à l'énergie électrique, c'est plutôt l'énergie solaire. Mais je me rappelle qu'il y a eu des opérations de tests secondaires quand les machines sont arrivées. Comment on peut comprendre qu'après les machines installées dans les bureaux et sans inscription, et ça tombe en panne? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire que le nouveau système de rouler la CENI par rapport à la qualité des matériels que l'on a en fait? Merci beaucoup. Et vous faites plutôt. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté.
présentation. C'est Richard Chapeau, RTC Municipal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais parler également comme les autres confrères l'ont dit, que sur notamment sur la crédibilité du processus électoral et la propension finalement de ce que nous constatons aujourd'hui comme de tout ce qui est enregistré, notamment des cartes d'électeurs qui se retrouvent entre les mains des particuliers, des kits dans la main. Est-ce que cela est de nature à discréditer le processus électoral? Mais aussi, est-ce que les CENI s'arrêtent d'aller vers les uns et les autres pour finalement demander à ce que tout le monde puisse voter? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a de ces partis politiques, comme vous le savez, qui ont demandé à ce que les militants ne puissent pas s'envoler et cette voie est suivie. Quand je vois le mot de la CENI, on dit c'est la transparence, l'indépendance, mais aussi et surtout l'inclusion des Congolais. Est-ce que vous vous arrêtez à dialoguer, à appeler à ce que tout le monde puisse s'envoler? Une dernière question, c'est en rapport avec la situation sécuritaire. Est-ce que vous avez une deadline pour dire que si on ne veut pas à telle date, il sera pour nous difficile d'organiser le processus électoral, surtout dans la partie est de l'ANC et les parties touchées par le conflit intercommunautaire? S'il vous plaît. Je pense à la deuxième question est en rapport avec l'équipe. Nous avons dit des équipes permettront de procéder avec l'identification de la population. Et nous avons vu une majorité de la population qui se plaint de la qualité de la photo. Elle est en bas règlement. Est-ce que ces mêmes machines pourront nous aider à obtenir des cartes en couleur? Parce que le fort, vous avez dit qu'elles utilisent l'empreinte thermique. Ce n'est pas comme les mécanismes de l'honneur pour donner des cartes en couleur. Merci. Merci. C'est Kazadi pour le compte de la commission de l'Europe. D'abord, je voulais commencer par féliciter le travail de la CENI, tous les éléments que nous avons déjà par rapport à l'enrôlement, et poser deux petites questions. Monsieur le Président, il y a un problème concernant la technique et les logistiques aussi. Quand vous dites qu'il y a des agents qui sont suspendus, bien révoqués, pour ne pas respecter tout ce qui devait être fait, comment vous faites pour remplacer ces agents alors qu'il y a ceux qui ne sont pas professionnels sur le terrain? Souvent, les gens déplorent par rapport à cette situation. Deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'encadrement et la prise en charge des agents qui sont sur le terrain. Je me rappelle, j'étais dans un centre moi-même pour l'enrôlement et une agent qui dit que depuis le matin qu'on était ici, même pas un sucré, même pas de l'eau, et comment nous allons commencer à bien faire ce travail si quelqu'un vient pour nous donner quelque chose, pour acheter même une bouteille d'eau. Donc comment vous faites pour s'occuper des agents qui sont sur le terrain alors que ce sont eux qui sont censés être bien protégés pour bien faire ce travail? Merci. Merci, Excellence. Ok. Non, la répartition des sièges la répartition de la loi sur la répartition des sièges, c'est dans le calendrier électoral. Si quelqu'un a un calendrier électoral ici, prière de me retrouver la période, je vais répondre à Madame de Top-Kondo. Le président Nanga a fait une déclaration par rapport à des accords. Bon, je pense que la question doit être posée au président Nanga.
Concernant le monnayage, on n'a pas retrouvé les cartes dans... Madame, on n'a pas retrouvé la carte dans la Jeep. Je l'ai dit ici. On a parlé de ça, personne n'a vu ça. C'est des allégations, rien n'est prouvé ici. Alors, oui, vous dites que ça peut entacher... Oui, il faut retenir une chose. Et ça, cette question est revenue plusieurs fois. L'organisation des élections, comme la gestion de toute autre chose, c'est un travail des humains. Parmi les humains, il y aura toujours des têtes brûlées. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à tirer un avantage personnel. Le problème se pose si la CENI, c'est vrai, si la CENI était complaisante. La CENI n'est pas complaisante. C'est pour ça que nous revotons, c'est pour ça que nous sanctionnons, nous enquêtons. Donc, on ne peut pas, ça serait complètement naïf de penser que la CENI allait gérer un processus complètement smooth, donc sans problème, et avec des agents honnêtes, tous pris à l'église. Non, sont réalistes. Hein? Ça ne peut pas se faire. Même ceux qui prient à l'église, ce n'est pas évident qu'ils vont bien se comporter. Donc, le problème, ce n'est pas qu'un agent a tenté de faire ceci. Un agent, je vous confie des cartes d'électeurs pour faire votre travail. Et vous mettez quelques-unes dans votre poche. C'est un acte malhonnête qu'il faut sanctionner quand on va découvrir cela. Mais c'est ça les humains, quand on travaille avec les humains. Mais c'est pour ça que ces cartes-là, une fois sorties de la CENI, n'auront aucune valeur. Ça sera un document, il peut falsifier tout ce qu'il veut, mais ça ne sera pas dans notre base de données. C'est ça le problème. L'intégrité du processus, c'est cela. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prenne un kit, l'amène à la maison. Ça va devenir un jouet pour les enfants. Parce que ça ne va pas être intégré, ça va pas, donc c'est complètement parti. Donc, ça, il faut bien comprendre. L'intégrité du processus, il faut savoir le définir. Nous n'avons pas peur du comportement des gens. Leur comportement est sanctionné et leur capacité de nuisance est réduite. C'est ça l'importance. C'est ça qui assure l'intégrité du processus. 260 kits en panne. On a eu plus que ça, de kits en panne. On a des pièces de rechange qui devraient arriver aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui. On va arranger tout ça et ça sera fait. Tout ça, ça sera fait. Donc, il n'y a pas à s'en inquiéter parce que n'oubliez pas, c'est des centres d'inscription généralement à 3 kits. Quand un kit est en panne, on peut encore utiliser les 2 autres. Mais on les répare. On a des équipes qui sont là, qui sont très efficaces. Peut-être que les 260 là vont déjà diminuer parce que nous travaillons de façon continue. Le président a parlé du fait que la guerre peut hypothéquer les élections de 2023. Écoutez, les élections sont très frileuses de l'insécurité. Elles sont très frileuses. Si aujourd'hui moi j'ai ma carte d'électeur et qu'on me dit qu'il y a des coups de feu quelque part, je ne vais pas m'y rendre. Et du coup, quand les gens ne se rendent pas au lieu de vote, eh bien, les élections sont hypothéquées, c'est ça. Même la légitimité de telle élection peut être remise en question par certaines personnes si ce nombre-là est vraiment immense. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est, dans mon entendement, c'est logique. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous ai donné toute une section là sur notre incapacité d'accéder dans 3 territoires, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Malheureusement, c'est une réalité, mais nous espérons que nous avons encore 10 mois et que les négociations, les autres méthodes pourront nous aider à avancer. Monsieur Richard, vous êtes revenu sur la question du fait que tout ce que nous avons comme écueil puisse décrédibiliser le processus. Mais si nous sommes des perfectionnistes, nous voulons un processus qui marche à 100%. On n'en trouverait aucun dans le monde. Même Trump s'est plaint de son processus chez lui. Mais nous, ce que nous disons, c'est ceci.
nous avons mis en place des mécanismes pour que les cas de bavure, les cas d'irrégularité par les agents soient minimisés. Je vous répète que jusque-là, quand on parle de kits qui peuvent être disparus, qui peuvent avoir été volés ou emportés, nous parlons de 2 kits et nous parlons au conditionnel. Et nous en avons 30 000. Gardez toute chose dans sa proportion. N'exagérons rien. Ne tombons pas dans le piège des gens qui ont un langage exagéré. C'est une œuvre qui peut subir ce genre de comportement, mais nous avons des mécanismes pour que ces gens ne puissent pas impacter sur l'intégrité du processus électoral. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez commencer à faire ceci, et malheureusement c'est ça souvent que les gens font. C'est-à-dire, ils ont la liste des problèmes. Quels sont les problèmes que la CENI est en train, auxquels la CENI est en train de faire face? Nous avons été là, nous avons trouvé qu'ils ont eu 10 problèmes. Et de l'autre. Mais ils ne vont pas vous demander combien de personnes se sont fait inscrire. On nous a posé des questions ici, personne ne nous a demandé, nous a posé des questions par rapport c'est-à-dire apprécier les 25 millions qui sont un minimum. Nous avons déjà 25 millions. Nous avons des entités entières avec 100% d'enrôlés. Évidemment, nous avons fait le dédoublage. Ce chiffre pourra légèrement diminuer, mais tout compte fait, sachez apprécier ce qui est essentiel. Dès l'instant où vous n'appréciez pas ce qui est essentiel, vous allez avoir le sentiment d'avoir échoué. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, je suis content que nous avons, en dépit des difficultés, nous avons commencé avec 28 mois de retard. La CENI n'a jamais eu un moment de répit. Nous nous battons, et si je demande dans cette salle ici qui n'a pas sa carte d'électeur, je ne sais pas si le main va se lever. Personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Et c'est ça la réalisation que nous avons faite. C'est ça qu'il faut apprécier. Il ne faut pas valoriser, n'accorder pas trop d'importance à ce qu'un bandit a fait. Quelqu'un qui soudoie les gens pour obtenir plusieurs cartes, pour discréditer votre processus. Vous lui accordez l'importance qu'il ne mérite pas. Ne faites pas ça. En tout cas, il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Alors, l'énergie solaire, l'énergie solaire, il faudra exploiter ça dans le futur. Aujourd'hui, à Bongandanga, dans la Mongala, on n'a plus ce problème. On n'a plus ce problème. Le test grandeur nature que nous avions fait en septembre, je crois, je ne sais plus, la réalité, c'était un abus de terme. Ce n'était pas un test grandeur nature. Nous avons eu une équipe à Lozi, une équipe à Banzangungu, une équipe à Maluku et une autre à Lingwala. Et nous avons appelé ça un peu abusivement test grandeur nature. Non, un test grandeur nature, c'est quand vous allez dans, par exemple, une entité comme une province, vous déployez des équipes pendant 1 mois, 2 mois. Ça, c'est vraiment un véritable test grandeur nature. La CENI n'a pas eu le luxe de mener un test grandeur nature. Nous nous sommes jetés à l'eau et nous apprenions en même temps que nous vous enrôlions. Ça, c'est la vérité, je ne peux pas vous mentir. Tout ce que vous avez vu comme difficulté là, c'était des difficultés d'apprentissage. Mais c'était un prix à payer. Vous ne faites pas ça, vous compromettez autre chose. Vous compromettez votre calendrier. C'est un acte, certains diront courageux, d'autres diront téméraire, mais au moins le résultat est là. Et ça, c'est face à la réalité. La plénière a décidé de faire cela. Nous avons parlé de 30 jours. Beaucoup de gens se sont insurgés contre ça. Comment ils vont faire ça en 30 jours alors qu'on a toujours fait ça en 18 mois et 16 mois. Nous avons pris ce risque, mais c'est un risque calculé. On tient quand même compte du fait que cette institution a déjà organisé des élections sur 3 cycles. Il y a des apports, il y a des expériences diverses
qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit continuer à enrôler les gens sur une période allant au-delà d'une année? Non, nous avons quand même de l'expérience, il faut exploiter cette expérience. Alors, les intelligences ont été mises ensemble et aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer et nous espérons que ce défi-là sera positivement relevé. Donc il faut donc pouvoir apprécier. Le système a en fait un travail. En fait, une autre compagnie n'accepterait pas ça. C'est-à-dire, ils produisent leurs machines, ils nous les livrent et nous les mettons sur le terrain pour l'enrôlement. Une autre compagnie peut dire, vous allez me discréditer avec ça, je n'ai pas encore suffisamment testé mon outil. Mais ils ont été assez courageux pour dire, ok, allez-y, nous allons vous envoyer nos experts, nous allons former vos gens et nous allons vous encadrer. Moi, je pense que ceux qui pensent que le contrat de Mérou est un contrat abusif, non, c'était une compétition ouverte. C'était dans cette salle, la salle à côté, c'était ouvert. Et leur prix était compétitif de loin que les autres. Et la qualité de leur démonstration a laissé tout le monde ici impressionné. Mais nous reconnaissons que, comme nous-mêmes, en tant que le pays, la CENI n'a pas voulu être la cause d'un quelconque glissement. Le mot qui n'existe pas dans cette institution, j'ai même du mal à le prononcer. Donc la CENI a tenu à ce qu'un risque soit pris. C'est un risque. Et nous espérons que c'était un bon risque. Madame Rachel a répété la question de, je crois, M. Richard. Oui, inclusion, dialogue. En fait, la CENI est très ouverte en réalité. Nous avons, avant de commencer nos réunions de cadre de concertation, le deuxième vice-président a sillonné tous les partis, y compris les grands partis. Il a eu le feedback de ces partis-là. Et nous organisons des cadres de concertation régulièrement. La seule période durant laquelle nous n'avons pas pu faire cela, c'est cette période des opérations. Nous organisons des cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile. Nous sommes ouverts. Toute personne qui veut nous voir, nous voit. Et si nous avons besoin de voir quelqu'un, nous le voyons aussi. Donc, on ne peut pas dire que la CENI ne favorise pas l'inclusion. D'ailleurs, le communiqué que nous avons fait hier, nous parlions même d'inclusion. Mais on est ouvert, il faut venir. On est ouvert. Mais, donc, on n'est pas... ça sera difficile à quelqu'un de nous accuser d'avoir refusé de recevoir quelqu'un qui a manifesté l'intention de nous voir. Il y en a qui ne nous voient pas, mais qui nous écrivent. Nous répondons, et voilà. En tout cas, je ne pense pas que la CENI peut être accusée. Pourquoi? La CENI peut organiser, et organise d'ailleurs, des réunions à caractère technique avec des parties prenantes. Mais quand il faut un dialogue ou bien une discussion de nature politique, du coup, la CENI n'est plus l'autorité compétente. Du coup, ça devient le Parlement, ça devient, je ne sais pas, le leader des partis politiques. Voilà, ça rentre dans leur domaine. Donc, dans notre domaine à nous, nous sommes ouverts. Quand nous avons voulu lancer cet exercice d'enrôlement, dans cette même salle, nous avons reçu les députés par aire opérationnelle. 1, 2, 3. Ils sont venus presque tous. Nous avons discuté, ils ont relevé leurs problèmes, ils ont fait des propositions et nous en avons tenu compte. Nous sommes ouverts. Alors, donc il n'y a pas d'inquiétude vraiment par rapport à ça. La sécurité à l'Est, comment? Oui, nous n'avons pas de deadline. Écoutez, nous ne voulons pas nous arrêter à la première difficulté. Une guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça prend fin. L'essentiel pour nous, c'est d'enrôler le plus de Congolais possible. Et dans l'Est, nous prendrons autant de temps qu'il faut pour pouvoir enrôler ces personnes. Mais si, pour une raison ou une autre,
il y a des zones que nous ne pouvons pas pénétrer, même jusqu'à une date avancée. Là, nous allons nous en remettre aux politiciens pour nous guider. Parce qu'il y a des décisions que la CENI ne peut pas prendre seule. Nous pouvons demander qu'il y ait une réunion, comment on dit, interinstitutionnelle, ou bien je ne sais quoi, quelle forme ça peut prendre, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avancer, sauf dans des zones où nous sommes incapables de faire. À Kwamouth, nous ne sommes pas encore là. Parce qu'il y a une instabilité là-bas. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire, sinon on risque d'aller se casser la tête, se casser les dents. Alors, si on perd sa carte, est-ce qu'on peut avoir un duplicata? Pendant l'enrôlement, à ce que je sache, hein? Oui, pendant la période de contentieux électoral, on peut se faire une carte. Au-delà de cette période-là, c'est alors qu'on peut obtenir un duplicata. Mais sachez que cette notion-là, cette situation n'est pas encore très bien définie parce que cette fois-ci, après l'enrôlement des électeurs, la CENI est supposée donner cet équipement à l'ONIP. Donc il faudra vous en remettre à l'ONIP qui pourra peut-être délivrer le duplicata. Bien que la loi reconnaît encore la CENI comme l'autorité. Hein? Oui, c'est ça. Oui, donc, au niveau des antennes, mais pour le moment, nous sommes encore dans la phase de l'inscription. Donc, ça peut se faire, mais au-delà de l'inscription, vous devez vous rabattre au niveau des antennes. C'est ça. Ça a été la réalité. Ça s'était arrêté à un certain moment, mais ça c'était plus un problème financier. La qualité des photos, je ne pensais pas que cette question allait revenir encore. Vous êtes tous beaux dans vos photos là, non? N'est-ce pas? Comment on peut faire? D'ailleurs, nous vous avons embelli. Et comment ça? Voilà. Oui. En fait, peut-être que je vais vous décevoir. J'ai parlé il y a un mois, au début de l'enrôlement, quand les gens n'étaient pas encore suffisamment aptes pour apprécier la beauté de mes photos. J'ai parlé au DG de l'ONIP qui m'a appelé pour me dire, mais comment vous pouvez dire que nos cartes à nous seront en couleur? Nous aussi, ça serait noir et blanc. Donc, même lui, il a pu apprécier que, comme en France, en Espagne et partout, en termes de sécurité, le noir et blanc est favorable par rapport à la photo en couleur. En fait, nous avons, en passant de la couleur au noir et blanc, nous avons modernisé la carte de Exactement. Est-ce que mes photos qui sont en mur là sont moches? Voilà, ok. Monsieur Kazadi a dit à Jean Réseau. Non, quand nous révotons quelqu'un, nous avons une liste de réservistes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous avons recruté, s'il y a des postes pour 50 personnes, nous nommions 50 et nous avons 50 autres réservistes. Donc nous nous rabattons sur les réservistes. Prise en charge prise en charge, c'est peut-être la dernière question j'espère, prise en charge des personnes, des agents sur terrain. Là aussi, il y a eu beaucoup de bruit, mais la vérité est celle-ci. Ce personnel a signé un contrat avec nous, et selon ce contrat-là, ils doivent être payés après le travail, 30 jours, parce que le contrat initial était de 30 jours. Mais déjà la première semaine, il y avait des réclamations. Mais nous avons un contrat qui stipule que c'est après 30 jours qu'ils sont rémunérés. Donc la CENI ne devait pas être condamnée par rapport à ça. C'était ça la dernière question. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre maintenant les deux audiences qui attendent le Président de la CENI. On va devoir s'arrêter là. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Thank you.